Bonjour et bienvenue sur le plateau de Trade ou pas Trade, notre émission entièrement consacrée à la bourse en général et au trading en particulier. Vous connaissez le principe de l'émission, parler trading avec des traders. Et avant de rentrer dans le vif du sujet, parler cette semaine du CAC 40, de Legrand, d'Albioma, d'Atos, de Derichebourg ou d'Air Liquide, je voulais revenir avec vous sur la journée du 2 mai. Qu'est-ce qui s'est passé le 2 mai? C'est la journée du flash crash. Souvenez-vous, le 2 mai à 9h57, la plupart des indices européens ont décroché de 2% environ, et 4 minutes après sont revenus, ont repris les 2% qu'ils avaient perdus. Stupeur des opérateurs de marché à la recherche d'informations justifiant ce mouvement qui ont été difficiles à trouver. Ça m'a rappelé une autre journée de bourse, celle du 8 décembre 2005, ça date un peu, c'était au Japon à Tokyo, le jour de l'introduction en bourse de quelques milliers d'actions d'une entreprise qui s'appelle JCOM. Ce jour-là, un peu avant l'ouverture de la séance de l'après-midi, donc à 14h30 heure française, eh bien un opérateur de marché de la filiale Securities d'une très grosse banque au Japon a saisi un ordre pour le compte d'un de ses clients, sans doute, un ordre de vente d'une pièce à 600 000 yens. Il attend l'ouverture, il regarde si son ordre est bien passé, et la stupeur, à l'ouverture du Nikkei, le Nikkei perd 4%, et l'action JCOM décroche beaucoup plus. Alors il vérifie la confirmation de son ordre, il regarde si son ordre a été exécuté avant ce décrochage de l'action, et la stupeur, il voit qu'il a fait ce qu'appellent les anglo-saxons une erreur qu'on appelle fat finger. Oui. Fat finger, ça veut dire gros doigt en français. Au lieu de vendre une action à 600 000 yens, figurez-vous, et vous l'avez sans doute deviné, qu'il a vendu 600 000 actions à 1 yen, alors que l'action comporte la société ne comporte que quelques dizaines de millions d'actions. Grosse pression vendeuse sur le titre à l'ouverture de la séance de l'après-midi et vente panique à la bourse de Tokyo, parce qu'à l'époque, à Tokyo, il n'y avait pas de procédure visant soit à suspendre les cotations en cas de très fort mouvement, soit de permettre l'annulation de transactions litigieuses. Coût de l'opération pour la filiale Securities de cette grande banque du Japon, 224 millions de dollars. Alors pourquoi cette perte a été réduite à la suite? Puisque nous avons eu les autorités de la bourse de Tokyo qui ont fait un appel aux autres intervenants pour assurer la stabilité de la place, un appel à rembourser les gains qu'ils avaient pu opérer sur cette opération. Donc au total, 202 millions de dollars ont été remboursés, mais 22 millions de dollars manquent toujours à l'appel. Alors c'est intéressant, est-ce que là, sur le flash crash du 2 mai, est-ce qu'on est en face d'un fat finger? Franck, vous avez une idée là-dessus? Est-ce que c'est le même genre? Il y avait des rumeurs comme quoi ça viendrait de Citi sur des montants très importants, en milliards d'euros, et a priori un ordre passé en Europe du Nord sur des indices Nasdaq, qui aurait généré en fait des écarts de prix très importants qui, par répercussion, se seraient propagés aux autres places boursières européennes. Oui, on a vu que les indices de la bourse de Stockholm avaient perdu 8% ce jour-là, pendant les 4 minutes, et à Oslo, 5%. Donc effectivement, l'écart était plus important là-bas. Ouais, c'était une sélection, un panier de sociétés pan-européennes et avec une forte composante en Europe du Nord. Donc en 2022, on n'est pas encore à l'abri, enfin on n'est pas, toujours pas, je vais y arriver, on n'est toujours pas à l'abri de ce genre d'erreurs, de saisies qui vont entraîner par conséquence des décrochages sur la bourse. Alors là, ça a été repris assez rapidement. Jean-Louis, vous avez une analyse là-dessus? Oui, c'est différent parce que ce n'est pas une valeur, ce sont des paniers en fait. Si oui. Aujourd'hui, dans la gestion algorithmique, on vend des paniers, on vend des indices, et c'est certainement ce qu'ils ont fait. Après, si vous voulez, c'est tombé du côté où ça penchait, parce que les marchés étaient orientés à la baisse, ils étaient vulnérables, c'est tombé en cours de séance, c'était pas l'ouverture, le marché est peu dense, on en reparlera peut-être sur le CAC 40, il n'y a pas beaucoup d'intérêt sur les marchés. Et donc, ouais, ça a provoqué un trou qui n'a d'ailleurs pas vraiment été récupéré derrière. Alors après, Citi dit en effet qu'ils ont corrigé, entre guillemets, parce que corriger, il y a quand même des dégâts collatéraux. D'abord, eux, ils ont perdu certainement pas mal d'argent, mais il y a des dégâts collatéraux. Toute la gestion, justement, d'arbitrage des indices par rapport aux autres, ça coûte pas mal d'argent. Heureusement que ça n'arrive pas souvent. Ouais, mais ça s'est inscrit dans une tendance baissière. Vous voyez, c'était... Et donc... Ça n'a pas été non plus. Il y a une correction quand même à la hausse qui a été. Pas très importante. En 4 minutes. Enfin, alors, pas là-bas, oui. Complètement. Le mouvement n'a pas forcément été complètement complété. Mais les 2% de perdus sur le CAC 40. Il a fallu un certain temps. On a par exemple STM qui perdait 8-9% pendant plusieurs en France. Pendant on va dire 20 minutes, un truc comme ça. Il a fallu quand même on a tous cherché la news d'où elle venait.
sur un paquet de titres pour finalement se rassurer et que les courses sur prêt, je crois que STM elle avait clôturé pas loin de 0 sur cette journée, ou à -2 je crois. Merci messieurs, il ne me reste plus qu'à vous présenter. Franck Morel, vous êtes patron du site Zone Bourse, spécialiste de l'analyse technique, de l'analyse fondamentale, passionné de la bourse de manière générale. Merci d'être avec nous. Léa Jézéquel, spécialiste des produits de bourse, vous allez nous parler tout à l'heure des turbos, des produits de bourse qui sont très utilisés sur le marché. Jean-Luc Hussac, patron de Perceval Finance, institut de formation, vous avez formé de nombreux analystes. Et Dorian Abadi, vous êtes analyste aussi également chez Meilleur Taux Placement. Merci d'être avec nous, merci à tous. On fait maintenant, on va commencer la rubrique « On refait la semaine ». On refait la semaine, on commence avec Jean-Louis Cussac. Vous allez nous parler du CAC 40 qui a été assez chahuté cette semaine. On a d'abord baissé, puis remonté. Aujourd'hui, on a l'impression que les investisseurs reprennent pied sur terre un peu, après des années d'euphorie, d'argent, de robinet monétaire qui était quand même très ouvert. À la première impulsion de hausse des taux de la part de la Fed, eh bien, on revient un peu à la réalité. Ce jour-là, quand la Fed a annoncé 0,5, les marchés ont pris 3%, et puis quelques heures plus tard, ils les ont reperdus, ils sont allés après encore à -3 en dessous, c'est remonté, etc. Les marchés, enfin, en tout cas en Europe, ils n'ont pas de colonne vertébrale, vraiment. Il n'y a pas de tendance vraiment marquée. On reste baissier, ok. Mais baissier, c'est ce que j'explique à beaucoup de gens qui voient les choses de loin. C'est-à-dire qu'on cherche à vendre, mais parfois, si vous voulez, on vend à combien de rebonds, par exemple. On se dit, tiens, l'écart type, il est de combien en ce moment par rapport à la volatilité, etc. Et on va dire, tiens, je vends avec 0,7, 0,8 de rebond technique. Puis derrière, on va chercher 3. Alors, c'est perturbant. Quand vous dites on va chercher 3, c'est que 3% de rebond. Le rebond est beaucoup plus important que celui qu'on escomptait. Que ce qui était anticipé. Donc, c'est très perturbant. Et c'est ce qu'on retrouve dans tous les sens. Là, on pourrait avoir +1, on fait +3. Là, on pourrait avoir -1, on fait -3. Donc, on a une amplification des mouvements qui est vraiment extrêmement importante, due à la gestion algorithmique prépondérante, du fait aussi que les gérants s'abstiennent pour la plupart du temps. C'est normal, il n'y a pas de visibilité à court, moyen, long terme, mais toute la visibilité, on va dire, alors micro, c'est plutôt pas mal, macro, c'est pas bon, et géopolitique, c'est pas bon. Et donc, il n'y a pas de quoi prendre d'initiatives fortes sur les marchés. Ils vont avoir des comportements très sélectifs, mais c'est vrai que on ne peut pas déclencher de programme d'achat. Et est-ce qu'il y a eu vraiment des programmes de vente? Moi, je n'ai pas l'impression. Enfin, si, oui, un petit peu, mais pas très important. Et d'ailleurs, Euronext l'a précisé, il y a eu une chute des volumes de 42% en avril. C'est quand même important sur le cash, donc même pas sur les dérivés, sur le cash. Donc ce sont quand même des choses qui sont fortes et qui nous renseignent. Des comportements. Alors vous dites, le marché est revenu sur des comportements qu'on a connus dans le passé. Oui et non, parce que cette hésitation qu'on observe dans une tendance baissière, elle est extrêmement violente. Et ça, on ne l'avait pas à ce point-là avant. Franchement, moi, ce que j'observe aujourd'hui, en 40 ans de trading, je ne l'ai jamais vu. D'accord, à ce point-là. À ce point-là. Et sur la longueur aussi, si vous voulez. Attention, il y a toujours des phases où on peut se dire, bon là, oui, j'ai connu ça. Mais la répétition, telle qu'on l'observe là, cette récurrence de phases totalement confuses et de la part d'opérateurs qui sont dans la confusion et dans l'hésitation totale, franchement, je ne l'avais jamais vu auparavant. D'accord. Voilà, donc on est baissier. Moi, j'avais dit sur 6060, 50 sur le futur. Alors, moi, je parle du futur mai. CAC 40. CAC 40, il y a à peu près aujourd'hui 20 points de différence entre le cash et le futur. Il y en avait 95 au début du mois, c'est la période de distribution des dividendes. D'ailleurs, vous verrez, les sociétés qui ont des gros dividendes, des bons rendements tiennent bien, ces boîtes tiennent bien. Bouygues, par exemple, c'est ma plus grosse ligne. Donc ça peut tenir sur 6060-50. Mais vous avez vu encore, on a décroché à New York, mais on tenait à Paris ces derniers jours. On a rebondi cette nuit, là ça repart un peu, le luxe repart. Et on a une divergence très très puissante. Là aujourd'hui, on a les marchés allemands qui font rien, nous on gagne 1%. Et ce qui est intéressant de voir, c'est qu'on a donc le luxe qui monte, et puis deux boîtes... Le secteur du luxe, vous ne parlez pas du Luxembourg, vous parlez du secteur du luxe. Oui, du secteur du luxe. Et il y a deux boîtes américaines qui décrochent fort, sur le Bayer et puis
enfin je ne sais plus, mais je sais qu'elles entraînent l'indice, en tout cas DAX, qui plombe l'indice DAX. Voilà, des trucs violents comme ça, et à chaque fois, c'est violent. Voilà, tout s'inscrit dans la violence. Alors cette incertitude, Franck, ça ne vous empêche pas de prendre position sur des valeurs donc, à dividendes, etc., comme Legrand, c'est ça? Alors, le grand, effectivement, qu'on avait rentré dans le cadre d'une idée de trading, que Laurent Polsinelli a rentré dans le cadre d'une idée de trading sur produits dérivés. D'ailleurs, on l'a rentré, je vais vous dire, une demi-heure avant le fameux Fat Finger de Citi. D'accord. Donc, on n'a pas eu un super timing sur l'opération, mais oui, dans le secteur de l'électrification, on a deux gros acteurs mondiaux aujourd'hui en France, que sont Legrand et Schneider, qui sont des acteurs de l'électrification qui bénéficient d'une visibilité et d'un développement de leur business avec des marges, des boîtes extrêmement saines et de qualité, qui sont, à notre sens, une thématique dans laquelle il faut être investi pour les mois, les années à venir. Et du dividende, c'est un peu ce que donc disait on a du dividende, on a une visibilité très forte du business, on a un business qui se porte bien. Tout ce qui est électrification, ça va de la gestion des flux électriques en passant par les prises, les bornes électriques, tout ce qui est électrique quelque chose et surperforme en cette phase de marché compliqué sur lesquels effectivement on a une volatilité qui est hyper importante. Mais en gros, volatilité et visibilité agissent vraiment de pair, et en ce moment la visibilité est très faible. Donc on a une volatilité qui est très importante, qui peut être évidemment source d'opportunités ou de risques. Et dans le cadre de Legrand, je pense que c'est plutôt une opportunité de saisir des niveaux de prix intéressants. Un indicateur que vous suivez particulièrement sur votre site, c'est le consensus des analystes. On a vu qu'il était remonté assez ouais, toute l'activité, tout ce qui est électrification aujourd'hui bénéficie de révisions de bénéfices et de chiffre d'affaires positifs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les analystes dont le business est d'estimer au plus juste l'évolution du chiffre d'affaires d'une société, en général, un analyste, ça suit une douzaine, une quinzaine de sociétés dans 1, 2, voire 3 secteurs maximum. Et le métier de ces analystes, c'est d'estimer au plus juste, faire des prévisionnels, l'évolution du chiffre d'affaires, la rentabilité, l'EBITDA, les niveaux d'endettement, etc. Et il est toujours hyper intéressant d'observer l'évolution de ces estimations pour avoir le momentum de ces estimations et voir si les analystes sont en train de revoir à la hausse leurs estimations. Ça se passe mieux que prévu, ils vendent plus que prévu, ils font plus de marge que prévu. Et en l'occurrence, Schneider et Legrand bénéficient de révisions positives. Le business se porte mieux qu'on pensait qu'il se comporterait il y a encore quelques semaines ou quelques mois. Et ça, c'est vraiment un indicateur qui est super important à suivre, qui donne vraiment un momentum et un arrière-plan, guide l'évolution des prix de manière très importante sur les marchés. Donc Legrand, vous tenez? Legrand, on tient, on est serein, et ce serait bien qu'on repasse les 83. À partir de là, on pourrait avoir une reprise plus violente. Schneider aussi fait partie de ces très bons dossiers donc dans la thématique. Et après, effectivement, il faudra que les marchés soient rassurés sur l'inflation. Et ça, on aura une information importante en provenance des États-Unis qui sous-performe nettement depuis quelques semaines. Et si on surperforme, c'est aussi parce que l'euro se dévalue face au dollar et que du coup, toutes les sociétés exportatrices bénéficient de marges nouvelles en provenance du fait que le dollar prenne de la valeur. Mais à taux de change constant, les marchés sont hyper corrélés entre eux. Dorian, vous allez nous parler cette semaine, parce que vous êtes intéressé au dossier de Albioma. Effectivement. Hein, c'est un producteur d'énergie renouvelable, c'est ça? Biomasse, tout à fait. Solaire, tout ça. Allez-y, je vous en prie. C'est une pépite française relativement méconnue des investisseurs particuliers. Vous l'avez dit, c'est un producteur d'énergie renouvelable, photovoltaïque, plus récemment géothermie et surtout énergie issue de la biomasse. Donc ce sont les déchets végétaux issus de l'agriculture, typiquement comme la société est très active dans les Outre-mer. Elle récupère ce qu'on appelle la bagasse, donc ce sont les résidus fibreux de la canne à sucre. Une fois qu'on a extrait le sucre, c'est ce qu'il reste en termes de déchets. Et en théorie, pendant très longtemps, ce n'était pas du tout valorisé comme déchets. Ils arrivent à en produire de l'énergie, parfois dans des endroits relativement reculés du territoire. Ils sont également très actifs en Turquie et au Brésil. Et donc on s'était intéressé avec Meilleur Taux Placement à ce dossier-là. Le 16 février, on l'a rentré en portefeuille défensif. On visait un objectif de 50 € pour un point d'entrée de 36, en se reposant principalement sur l'évolution commerciale, l'évolution des données financières de la société. Notamment au premier trimestre, ils ont publié un chiffre d'affaires en hausse de 30%. Et en réalité, l'objectif a été atteint beaucoup plus rapidement que prévu parce qu'on a eu un fonds d'investissement américain, KKR pour ne pas le citer, qui a réalisé une OPA amicale sur ce dossier-là.
Et en fait, en se reposant littéralement sur les deux gros leviers structurels du moment pour l'ensemble du secteur, c'est à la fois bien sûr la transition écologique, énergétique, avec tous les flux de capitaux publics et privés que ça attire. Et maintenant, la nécessaire indépendance et souveraineté énergétique qu'il faut que l'on adopte face aux Russes. On parle beaucoup de l'embargo sur le pétrole et le gaz, donc on va devoir de plus en plus se reposer sur à la fois nos fleurons et nos pépites, un peu plus secondaires, pour produire notre propre énergie. Donc c'est littéralement pour nous un momentum assez intéressant, même s'il y a des conditions de marché assez difficiles, comme le disait Jean-Louis. Il y a des coûts quand même boursiers extrêmement intéressants à réaliser en ce moment sur le secteur des énergies alternatives. Alors évidemment, il faut bien sélectionner ces pépites. Et en l'occurrence, Albioma, c'est vrai que ça a été un dossier extrêmement intéressant à suivre. Vous avez suivi Albioma Albioma, on conseille un fonds qui s'appelle Europa One, qui était investi dans Albioma. Albioma fait partie de ces pure players, énergie renouvelable, et ils ne sont pas si nombreux. Et donc, c'était une prole. Il y a d'autres acteurs dans le biocarburant qui se sont fait. Un des leaders qui s'est fait racheter aux États-Unis. Ça, c'est le type d'acteur aujourd'hui. Quand il est bien positionné, il se fait avaler par un plus gros, par un fonds d'investissement qui va être capable de se projeter. Donc, oui, on a profité, nous aussi, du. Les niveaux de valorisation sont pas excessifs? Bah, c'est OPR. Enfin, OPA, elle est amicale. L'opération va se faire sur ces niveaux de prix. Très bien, merci infiniment. Maintenant, on passe à la rubrique le zoom sur. Le zoom sur avec Léa. Léa, vous allez nous parler, Léa Gesséquel, vous allez nous parler des turbos, les produits de bourse les plus utilisés. Oui, tout à fait. C'est important d'en parler parce que de nombreuses analyses qui sont évoquées ici se font aussi via des véhicules comme des turbos, que ce soit avec Franck ou avec Dorian. Je sais que c'est des produits que vous affectionnez particulièrement. Alors les turbos, pour reprendre les bases pour les néophytes qui nous écoutent, ce sont bien sûr des produits à effet de levier. Donc l'objectif de ces produits est d'amplifier les variations d'un sous-jacent. On en parlera un petit peu plus tard ce qu'est un sous-jacent. Donc cette amplification, elle va être sur des mouvements haussiers pour les turbocalls et sur des mouvements baissiers pour les turbo-puts. Attention, puisque l'effet de levier fonctionne dans le bon sens, entre guillemets, mais aussi dans le mauvais sens. C'est-à-dire que si l'investisseur a raison sur son scénario d'investissement, l'effet de levier va agir comme un coefficient multiplicateur des gains par rapport au sous-jacent, mais aussi comme un multiplicateur de pertes si vous êtes dans le mauvais sens. Donc attention quand vous choisissez votre effet de levier. Donc ces produits sont disponibles sur différents sous-jacents, c'est ce dont je vous parlais tout à l'heure. Donc le sous-jacent, en fait, c'est ce sur quoi est adossé votre produit, ce sur quoi vous allez multiplier les performances. Donc ça peut être une action, ça peut être un indice, des matières premières, des taux, vraiment une multitude d'actifs disponibles qui sont accessibles facilement en direct pour un investisseur, mais aussi peu facilement accessible. Si aujourd'hui vous voulez investir sur du sucre ou sur du Brent, c'est très difficile pour un investisseur particulier, surtout s'il veut le faire à la baisse. Avec les turbos, vous pouvez facilement, avec un produit listé et coté en euros, investir sur ce type de produit. Alors sur les turbos, vous avez toujours une barrière désactivante, mais c'est important de savoir qu'en fonction de la sous-famille de turbos, vous pouvez avoir dans certains cas une valeur de remboursement ou non. Pareil, vous pouvez avoir des turbos qui ont une maturité prédéfinie ou au contraire des turbos illimités, ce qui peut être très commode pour des investisseurs qui ont une vision un petit peu plus long terme et qui ne savent pas exactement quand ils souhaitent déboucler leur position. Donc parmi ces familles de turbos, vous avez les turbos classiques, les turbos illimités, les turbos baisse, les turbos smart, qui combinent à chacun soit valeur de remboursement, soit maturité illimitée ou non. Et tous, bien sûr, ont un risque et un rendement, un profil de risque-rendement qui sont parfaitement corrélés. C'est-à-dire que si vous allez sur un effet de levier important, vous vous exposez potentiellement à engendrer des gains forts si vous avez raison, mais aussi des pertes importantes si vous êtes trompé de scénario d'investissement. Donc ces produits de bourse sont les plus populaires en France. Aujourd'hui, pour vous donner un exemple, en 2021, on était à peu près sur 3 milliards d'euros d'échangés sur Euronext Paris. Donc c'est un marché qui est important. On rappellera que ces produits sont à destination des investisseurs expérimentés. Voilà, des particuliers avertis. Exactement, l'effet de levier étant amplifiant les mouvements du sous-jacent, on a un risque plus important de gains et de pertes également. Merci beaucoup Léa. Maintenant, passons à la rubrique coup de cœur des traders. Coup de cœur des traders, la rubrique où
nos invités ont 1 minute pour convaincre les deux autres ayant un petit panneau pour dire go ou stop en fonction de ce qu'ils pensent, de ce qui leur a été dit pendant 1 minute. C'est Franck Morel qui commence avec De Richebourg ou Des Richebourg. De Richebourg. De Richebourg, c'est parti Franck, on affiche le chronomètre, c'est à vous. Donc j'ai choisi de vous parler de Richebourg, société dans laquelle nous sommes investis dans le cadre du portefeuille Europe Zone Bourse. Donc c'est un leader, un spécialiste du recyclage des métaux. Historiquement un ferrailleur, aujourd'hui beaucoup plus que ça, on est dans le recyclage de déchets en général. Ils ont aussi à peu près 25% de leur business qui s'adresse aux collectivités et aux sociétés qui fournissent du service, tel que du ménage, de la sous-traitance, etc. Et donc c'est un business qui aujourd'hui est réparti sur 2 lignes de métier, qui a une visibilité qui s'est nettement améliorée suite à cette diversification et qui se valorise aujourd'hui 6,5 fois les résultats. On est sur des niveaux de valorisation qui sont extrêmement faibles avec des révisions de bénéfices positives. On a pu observer depuis quelques semaines que le titre surperforme nettement les indices. Donc on peut penser que le courant vendeur s'épuise et qu'il peut être intéressant de se positionner sur des Richebourg pour viser au moins dans un premier temps la zone des 10 €. Parfait, 1 minute. Bravo Franck. Quel est votre avis, Jean-Louis, Dorian? Go. Go. Ah, vous êtes d'accord? Effectivement. Jean-Louis, vous hésitez. Ah, la parole à la contradiction en premier. Jean-Louis, je vous écoute. J'en ai du De Richebourg. J'en avais acheté dans le trou, beaucoup de bol, j'en ai vendu un petit peu et j'en ai gardé. Alors, si vous voulez, je suis pas contre De Richebourg. C'est une valeur que j'ai énormément travaillé à l'époque de Penauille Polyservice, quand ils avaient racheté. C'est un gros consolidateur du secteur. Et c'est une belle valeur, non mais c'est certain. Le problème, c'est que beaucoup de sociétés, enfin de cours d'actions actuellement, la tendance est baissière, si vous voulez. Donc le stop, c'était simplement pour dire, attention, il ne s'agit pas non plus de se précipiter si on recherche du market timing, c'est-à-dire le bon moment pour investir. Maintenant, est-ce que c'est le bon prix? Pourquoi pas? Mais si vous voulez, à chaque fois ces derniers temps qu'on a acheté des valeurs sur entre guillemets, un bon prix, on s'est retrouvé planté parce qu'elles continuaient d'être un peu massacrées. Je crois qu'on a compris depuis le début de l'émission, c'est que vous êtes quand même assez prudent en ce moment, vous n'êtes pas forcément très exposé. Non. C'est ça. Non, moi j'ai acheté beaucoup de valeurs de rendement, je l'avais dit, et c'est vrai que pour le reste, je suis assez méfiant. Donc, et je crois que j'ai bien fait, parce que franchement... Esker s'est cassé la figure, bon, Ubisoft ça rebondit, alors ça par contre il y a eu le signal qui s'est déclenché. Non mais sur De Richebourg, c'est une belle boîte, ok, mais il faut que l'ambiance générale soit porteuse. Vous n'êtes pas convaincu par le timing et aujourd'hui, maintenant. voilà, c'est tout. Maintenant c'est sûr qu'il faut la mettre dans des colonnes achat sur repli par exemple, ou dans des situations de trous d'air, pourquoi pas, mettre des limites basses pour aller à la pêche. C'est un dossier qui est de M. De Richebourg, il est quand même très très bon, on ne peut pas dire le contraire, et c'est une super boîte, voilà. Très bien. Dorian, vous êtes totalement d'accord avec ce qu'a dit Franck? Vous avez des choses à ajouter? En tout cas, sur le moyen long terme, oui, c'est une super valeur, d'autant qu'elle bénéficie de barrières à l'entrée assez, peut-être pas insurmontables, mais en tout cas complexes à surmonter pour de potentiels concurrents. Recycler des métaux, c'est pas forcément si simple pour des entreprises qui aimeraient se lancer là-dessus. Et à nouveau, on profite de ce levier structurel qui est celui de la transition écologique. Toujours pareil, sur du moyen long terme, il va falloir se reposer sur nos fleurons français, et en l'occurrence, je pense que c'est une très très bonne boîte. Très intéressant, merci Dorian. Et je vous laisse la parole, puisque c'est votre tour de nous convaincre, avec une valeur que vous avez choisie, Air Liquide. Encore un mastodonte de la cote. Hein. Vous êtes prêts? On va afficher le chronomètre pour nous, et on va y aller. C'est parti, allez-y. Je vais commencer par le plus important, c'est que l'objectif que l'on vise, c'est 185 € sur le titre, à savoir un potentiel de hausse de 18% par rapport au cours actuel de 157. C'est un fleuron industriel qu'on ne présente plus, c'est essentiellement une valeur défensive qui a su profiter de l'embellie, de la flambée même des prix énergétiques au premier trimestre, avec un chiffre d'affaires qui a atteint à nouveau un niveau record, plus 30%, à la fois porté par cette flambée, mais aussi par la hausse des ventes, plus 8% au niveau mondial. Donc ça reste véritablement un groupe absolument incontournable. On nous demande souvent sur quelle valeur rentrer à l'achat ou quelle valeur conserver au sein d'un portefeuille défensif. Clairement, c'est un incontournable. Et au-delà de ça, le groupe a maintenu ses prévisions pour 2022 avec un résultat net et une marge opérationnelle qui devrait progresser, en sachant que l'an dernier, c'était 2,5 milliards le résultat net pour un taux de distribution de 55%. Donc, c'est vraiment pas négligeable. Et clairement, 5 secondes. Clairement, on la garde. Très bien, merci Dorian. Alors Franck, Jean-Louis, qu'est-ce que vous pensez de ce dossier? Pour les mêmes raisons.
Même raison. Alors, on va d'abord aller donner la parole à Franck. Le dossier, il faut effectivement le garder. La question, c'est est-ce que le timing est bon pour l'acheter ? Depuis quelques semaines, la Air Liquide, valeur défensive par nature, a super bien résisté à la baisse du marché en général. Si on croit et si on espère un rebond technique des marchés, on a peut-être meilleur temps d'aller sur des dossiers qui ont été massacrés, tels que par exemple Kering, où on est sur du luxe, du pricing power, mais en même temps du Gucci avec 60% du business et une grosse partie qui s'opère en Chine en plein confinement. Donc là, on a eu des dégradations de prix sur des valeurs de super qualité, où potentiellement on peut avoir des rebonds qui peuvent être vraiment violents. Donc là, c'est plus sur le dossier évidemment positif sur Air Liquide. On peut être que positif sur Air Liquide. La question, c'est est-ce que il n'y a pas mieux à faire à court terme dans le cadre d'une reprise des marchés. Si on fait du long terme Air Liquide, il faut évidemment les garder. Éventuellement en acheter plus bas, bien entendu, surtout si finalement le marché se concentre sur les massacrés dans le cadre d'un rebond. Il est possible que Air Liquide baisse alors que toutes les valeurs massacrées rebondissent, que toutes les télécoms, les utilities, des secteurs hyper défensifs qui jusqu'à maintenant ont atténué la baisse des marchés avec par contre des gadins sur tout ce qui est valeur de croissance ou valeurs fortement valorisées qui ont des business moins prévisibles. Eh bien, à très court terme, à mon avis, on a meilleur temps d'aller sur ces dossiers-là que sur les valeurs défensives qui, jusqu'à maintenant, ont plutôt très bien joué leur rôle de. Donc, j'étais pas tellement go, en fait. Donc, si je suis go à long terme sur Air Liquide. Et à plus court terme, je pense qu'il y a mieux à faire. Donc, Très du coup, bien. Merci Franck. Jean-Louis. Alors moi j'étais stop, mais exactement pour les raisons que Franck C'est formidable. En fait, c'est juste une question d'étiquette. Ah oui, non mais c'est vraiment, je peux pas dire mieux que ce qu'il a dit. Donc. Mais vous en concluez que. Moi je pense que si vous voulez, en effet, il faut l'attraper sur un creux, enfin, sur une phase de stress. Et si les marchés repartent, peut-être qu'il y a en effet mieux à faire ailleurs, comme sur la valeur que je vais vous proposer, et sur d'autres. Il y a plein de valeurs, oui, en effet, Kering, pour tout le secteur du luxe, il y a plein de trucs à jouer. Pour terminer sur Air Liquide, je me souviens très bien d'un micro-trottoir qu'on avait fait sur un salon de l'investissement, où on posait une question à tous les participants de ce salon. On leur demandait, si vous deviez choisir une valeur, qu'est-ce que vous prendriez ? Et bien, c'était toujours Air Liquide qui venait. C'était assez intéressant. C'est la valeur de fonds de portefeuille par excellence. Incontournable. C'est la première valeur que j'ai achetée quand... c'est vieux, c'était en 78. Et le banquier, j'avais été le voir, parce que c'était pour la loi Monnery, et j'étais surveillant d'internat à l'époque, et il m'avait dit « Oh, vous achetez de l'Air Liquide, c'est très bien. » Voilà, c'est la première valeur que j'ai achetée. J'ai 44 ans et ça n'a pas bougé. On en tire toujours les mêmes conclusions. Tu les as pas vendus d'ailleurs. Si. Si, parce qu'il y a eu le creux. Attends, il me fait de pas les travailler. Merci beaucoup à vous. Jean-Louis, vous allez nous parler, c'est votre tour, hein. Coup de cœur des traders sur Atos. On va mettre le chronomètre. On attend quelques secondes. C'est à vous, Jean-Louis, je vous en prie. Alors voilà, ça c'est une valeur turbo. C'est-à-dire que ça peut aller très vite. Mais c'est une valeur qui s'est effondrée totalement. Elle capitalise des pertes aujourd'hui. Elle fait plus de 2 milliards de chiffre d'affaires. Bon, ok, c'est une belle société. 2 milliards de capitalisation, 11 milliards de chiffre d'affaires. Il n'y a pas de rendement, tout est mauvais. Mais peut-être, là, il y a Bank of America qui est sorti, qui a passé en baisse le seuil des 10%, ce qui a amené un flux vendeur. Et c'est peut-être ce flux vendeur qu'on pourrait mettre à profit. Donc là, si vous voulez, dans l'immédiat, acheter une option du type turbo, pourquoi pas ? Au moins, on sait ce qu'on perd. Et sur un signal, voilà, sur une reprise, regardez les moyennes mobiles comme la 5, la 21, si elles se retournent à la hausse, toutes les deux, qu'elles se croisent dans le bon sens, c'est une valeur qu'il va falloir acheter à ce moment-là. Et là, ça peut aller très vite. C'est des sociétés qui, si elles passent de la perte au gain, avec des chiffres d'affaires intéressants de 11 milliards, ça peut cracher tout de suite vraiment des bénéfices rapidement. Merci Jean-Louis. Franck, Dorian. Oh là là. Alors là, c'est le rouge partout. Normal. Le titre de notre émission, c'est Trade ou pas Trade. Là, clairement, c'est pas Trade. Franck, allez-y. Non, mais en fait, Atos, c'est un des gros acteurs de l'infogérance aujourd'hui en France et plus largement en Europe. Ils sont englués dans une stratégie où il n'y a pas de croissance, avec des marges extrêmement faibles.
Ils ont pris un virage stratégique complètement différent de Capgemini, alors que historiquement, ils avaient des business qui étaient très proches. Mais donc Atos a multiplié aussi les déconvenus ces derniers temps avec des annonces, des problèmes comptables sur l'acquisition qu'ils ont fait aux États-Unis. On a des révisions de bénéfices là pour le coup qui sont négatives et de manière très importante. On a plutôt affaire à un business où la stratégie n'a pas été bonne, où les mauvaises nouvelles se succèdent, avec des problèmes de marge, d'endettement. Et du coup, les rumeurs vont bon train de cession de la partie intelligence artificielle d'Atos, qui peut être le seul truc qu'il ne faudrait surtout pas vendre, parce que c'est la part de leur business qui se développe. Donc quand vous avez des sociétés qui deviennent spéculatives de par leur situation, vous avez une montée en puissance des rumeurs. Et effectivement, de temps en temps, les rumeurs sont fondées, mais il arrive aussi fréquemment que ce soit le début des ennuis. Moi, ça me fait plus penser à des configurations de situations qui se dégradent, Vallourec, Zodiac dans le passé. On est plus sur ces situations. Jean-Louis nous expliquait quand même qu'on était dans une situation de survente finalement. Et que c'est une valeur survendue qui, du coup, crée une opportunité. Ouais, les derniers chiffres étaient moins pires qu'attendus, que craint, on va dire. Et là, je vous le dis, le consensus qui était négatif commence à s'améliorer. Voilà. Donc, il est évident qu'on ne va pas mettre tout son portefeuille sur Atos. Il vaut mieux, si on avait le choix, il faudrait mieux le faire l'obligation de le faire, il faudrait mieux mettre sur Air Liquide. N'empêche que c'est une valeur qui est quand même très massacrée. Elle est au plus bas depuis des années. Hein. Vous regardez votre graphique, ça remonte aux années 2000 pratiquement. Donc voilà, c'est simplement. J'entends. Moi, au contraire, je pense que à un moment donné, c'est pas du tout une valeur comme CGG ou Vallourec, etc. C'est-à-dire qu'il y a quand même du positif à l'intérieur. On risque pas le dépôt de bilan, j'y crois pas une seule seconde. Et par contre, des petits coups de bourse... des augmentations de capital, par contre. Des coups de bourse à jouer de 20-30%, notamment pour aller chercher sur une accélération les 34 €, ça me semble tout à fait envisageable. Dorian, vous aviez quelque chose à ajouter ? J'entends effectivement l'argument du court terme avec un turbo et le renversement des moyennes mobiles. Pour ma part, techniquement, j'évite de rattraper un couteau quand il tombe. Et c'est ce qui se passe actuellement sur Atos. Donc je m'abstiens. Sur le moyen long terme, ça a été dit également, c'est-à-dire qu'on a peu de croissance, peu de marge, peu de prévisions réellement optimistes. Dans les deux cas, je préfère m'abstenir. Ça risque même d'être la seule secteur qui rebondit, la seule valeur qui ne rebondisse pas si vraiment on a un rebond, parce qu'il y a des raisons intrinsèques à sa baisse, alors qu'on peut aller chercher des titres qui sont survendus de qualité, comme du Kering, qui pour le coup sera beaucoup plus corrélé à un rebond, voire l'amplifiera. Merci messieurs, merci messieurs. J'ajouterais juste qu'en parlant de rebond, elle est quand même passée de 21 à 26 sur les 4 dernières semaines, avant de décrocher à nouveau. Quand même assez remarquable. Elle est sur une zone de résilience, vous allez voir. Très bien. On le note et on en reparlera la prochaine fois. Et UBI, il n'y a pas eu le rebond ? On va maintenant passer à la rubrique le quiz. Rubrique quiz avec Léa Jézéquel. Vous nous avez concocté un quiz sur les matières premières cette fois. Oui, exactement. Puisqu'on en parle quand même pas mal dans cette émission, donc je me suis dit, allez, on va tester un peu vos connaissances. Je vous rappelle le principe, on ne buzz pas tant que je n'ai pas énoncé l'intégralité des réponses possibles. Première question. Quel pays est le premier exportateur de sucre ? Petit 1, le Brésil, petit 2, l'Inde, petit 3, la République populaire de Chine, ou alors en dernier, la Thaïlande. Ah, c'est Jean-Louis, celle-là... Brésil ? C'est très bien, Jean-Louis. Le Bravo, Brésil, Jean-Louis. effectivement, 50% en 2020-2021 des exportations de sucre, suivies respectivement par l'Inde et la Chine. Un point pour Jean-Louis, 0 pour Dorian. En plus, c'est présent là-bas, entre autres pour ça. On revient à la bagasse. Et moi, j'ai le beeper qui s'entend bien. Et 0 pour Franck. Ça va venir. Merci Deuxième pour cette question. précision. Quel est le métal le plus cher au monde ? Est-ce le rhodium, petit 1, le palladium, petit 2, petit 3, le platine, ou alors, en 4, l'or ? Le palladium. Non. Désolé, Dorian. Ah, Rhodium. Jean-Louis va tout rafler. Rhodium.
Bravo Jean-Louis, effectivement. Extraordinaire. C'est le ce que j'aurais dit en rhodium. premier. Oui, c'est le rhodium, puisque comme les autres métaux précieux, en fait, il est beaucoup utilisé dans l'industrie automobile, pour les pots d'échappement notamment, parce qu'il a la particularité de retenir en fait les gaz polluants. Donc c'est un métaux précieux très prisé de l'industrie. On va juste faire un petit contrôle du buzzer de Franck. Ouais, j'ai l'impression que... Voilà. Ah, c'est bien, ça Non, non, fonctionne. ça fonctionne, on les teste avant. Contrôle. On On l'avait sait pas jamais. entendu, c'est vrai. On sait jamais. Allez, troisième question. À combien de litres équivaut un baril de pétrole? 42, 82, 159 ou 312? Oui, Jean-Louis est inarrêtable aujourd'hui. Allez-y, Non, non, c'est Jean-Louis. Dorian, c'est Dorian. C'est vous? Excusez-moi. J'en prie. 159 litres. Tout à fait. Bah, bravo. Ça Là, va. je suis, je ça reste va. quoi? Alors, pour la petite histoire, c'est effectivement parce qu'en fait, autrefois, on utilisait les barriques qui étaient destinées à transporter du sel et du whisky, qui faisaient 150 litres pile, et on les a légèrement augmentés pour que les destinataires finaux ne soient pas lésés de quelques litres sur le baril de pétrole. 2 points pour Jean-Louis, 1 point pour Dorian. Et 0 pour Franck. Absolument. Allez, Franck, là, c'est pour vous celle-là. Allez, je me trompe. En quelle année est né le Chicago Mercantile Exchange, considéré comme la bourse de référence sur les matières premières? 1786, 1898, 1919 ou 1938? Allez, c'est moi qui vais au casse-pipe et je vais proposer 1919. Eh bien, c'est très bien, Franck, vous avez raison. Tout à fait, c'est 1919. Évidemment. C'est le premier marché, notamment de matières premières, qui s'est doté dès sa naissance d'une chambre de compensation, ce qui en a fait un de ses avantages compétitifs très importants. Et au début, les produits phares étaient les œufs et le beurre. Voilà, ça change Les aujourd'hui. œufs et le beurre. Jean-Louis 2, Dorian 1, Franck 1. Question décisive et dernière question. Léa. Voilà. Quel poinçon de garantie marque les bijoux en or? Est-ce la tête d'aigle, le trèfle ou la coquille Saint-Jacques ou encore les trois? Oula. Oula, c'est décisif. Là, ça, c'est- on sent la tension. Allez, Dorian. Allez, je me lance. La tête d'aigle. Non. Et merde. Dis donc. Vas-y. Franck, La coquille Saint-Jacques. Non. Mince alors. Bon, les trois. vous avez acheté des bijoux récemment avec une coquille Saint-Jacques? Le trèfle. Non, c'est les C'est les trois. trois. C'est Je les sais, trois. je sais. Non, Quel on a le droit à une dommage. réponse. Quel dommage. C'est les trois parce Ah, je m'en que doutais. ça symbolise les différents carats qu'on peut retrouver sur l'or. La tête d'aigle correspond aux 18 carats, la coquille Saint-Jacques aux 14 carats et enfin le trèfle à 9 carats. Ouais. Donc pour l'or, on met les 3 poinçons par défaut. Très On met les intéressant. trois Oui. à chaque fois. Ah, d'accord, ok. Très intéressant. Merci beaucoup Léa. Merci à tous pour cette émission. Et à la prochaine fois.